Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Les Tossiers. Donc aujourd'hui, en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, c'est JB. Et pour ce nouvel épisode de la saison 7, je pense que je dois le commencer avec ce qui devient presque un nouveau disclaimer, là. Mais on enregistre avec un petit délai. On a eu plusieurs discussions en off avec Gab, faut dire, avec le retard là, de publication. On était très fiers en fait de vous publier et de dire qu'on allait se rattraper. Finalement, les délais ont été. J'étais en vacances prolongées chez nos amis, chez l'oncle Sam, chez nos amis du sud de la frontière canadienne. J'étais à Las Vegas pour le week-end et j'avoue que je suis revenu sur le travail directement et je n'ai pas eu autant de temps que je voulais. Donc merci Gab de ta flexibilité. On enregistre pour information et être transparence jeudi 30 novembre pour l'épisode de la semaine passée. Donc on salue les auditeurs fidèles qui l'ont remarqué. On en parlait avec Gab. L'objectif va être vraiment d'essayer de ramener le navire là, sur les bonnes voies pour au moins la fin de la saison 7. Là. Donc, on va essayer de ramener ça de manière assidue. Par contre, pour nos chers auditeurs que vous êtes, là, vous allez être très contents des sujets qu'on va parler aujourd'hui. En fait, c'est deux sujets plutôt intéressants là, avec un haut son de la cloche. Et on termine avec un place au débat, là, donc un mix entre un peu de finances de marché sur des événements assez intéressants pour une compagnie qui est très connue. Et en deuxième partie, là, un peu de politique là, qui vaut la peine d'être discuté pour un pays d'ailleurs qui est spoiler d'Amérique latine, là, qui a quand même beaucoup de points assez intéressants à voir pour la suite des choses. Avant d'entamer, et je sais Gab que tu vas peut-être faire aussi un disclaimer similaire au mien là, avec le petit délai qu'on a dans la publication, mais aussi vu qu'on va parler de compagnies qui sont en partie listées, entre autres un partenaire de la compagnie dont on va parler. Je te laisse faire le disclaimer de début d'épisode. Bah oui, comme tu le sais, JP, effectivement, et comme vous le savez, chers auditeurs qui nous suivez à chaque semaine, parfois, parce que là, effectivement, on doit se faire taper un peu sur les doigts sur les dernières semaines. Mes excuses et nos excuses, on va dire ensemble, là, si jamais vous attendiez l'épisode de la semaine, malheureusement, on a une vie à côté, hein, évidemment, à côté du podcast, et des fois, bon, bah, c'est un peu plus compliqué. Et donc, pour revenir effectivement sur le disclaimer, vous savez, pardon, évidemment, que tout ce qu'on dit dans le podcast, il s'agit que de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement ou pour prendre tel ou tel produit financier. On vous invite toujours à prendre contact aussi avant de prendre une décision avec un expert. Quiconque est autorisé aussi là où vous vous trouvez, comptable, fiscaliste, conseiller financier, courtier en valeurs mobilières, lui seul ou elle seule sera en mesure de déterminer avec vous si c'est correspond à votre profil d'investisseur et à votre tolérance au risque. Évidemment, le podcast ne serait responsable en cas d'investissement infructueux ou suite à l'un des sujets évidemment dont nous discutons dans le podcast. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, deux sujets qui vont nous intéresser avec effectivement aussi une partie, on va dire, plus instant économie. On va rester le plus neutre possible et de rester évidemment courtois, vous le savez, dans les commentaires si vous souhaitez nous partager vos idées, etc. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir vous lire. Et je pense, mon cher JP, qu'on est prêt à lancer le premier jingle pour l'épisode d'aujourd'hui. Absolument. Donc, commençons en force avec le premier segment, le haut son de la cloche. Parfait. Donc j'ai nommé le segment Tumulte chez OpenAI. J'avais fait la proposition de sujet à Gab à l'époque, avant même que les dernières nouvelles là, qui sont arrivées plus autour du 22 novembre, si je me trompe. En fait, ça a été très rapide, là, mais on avait parlé du sujet presque dès le congédiement de l'ancien PDG, là, Sam Altman. Mais je revenais un petit peu sur les faits là, qui ont amené qu'on parle justement cette soirée. Il est de retour en tant que PDG depuis le 22. Là. Donc, pour vous faire un petit peu d'information, donc Sam Altman était un des cofondateurs de OpenAI, qui est la compagnie qu'on connaît énormément depuis quelques temps déjà, depuis bientôt un an en fait, lorsqu'ils ont lancé surtout le ChatGPT le 30 novembre 2022, qui, on ne peut pas le cacher maintenant, là, mais ça a été vraiment un coup d'envoi là, de la compréhension et de l'intérêt du commun des mortels pour l'intelligence artificielle. Et je pense que c'était quand même assez intéressant de voir les derniers événements parce que, eh bien, en date du 17, Sam Altman avait été congédié en partie par le conseil d'administration qui était en place et M. Altman, en grande partie, était énormément apprécié au niveau de la compagnie. Il restait, comme je l'ai mentionné, un cofondateur en plus de OpenAI et il n'avait pas nécessairement fait quelque chose de premier en tant que tel face à ses activités. Donc, la performance d'OpenAI n'allait pas mal du tout, comme je disais bientôt un an. En fait, ça, exactement aujourd'hui, vu qu'on enregistre le 30, que
de ChatGPT sorti. Et OpenAI est une compagnie qui est connue 1000 fois plus qu'elle l'était à l'époque et a maintenant un très bon partenariat aussi avec Microsoft. Donc, le travail de Sam Altman était tout à fait reconnu, tout à fait louable en tant que PDG de OpenAI, mais il avait quand même été congédié le 17 novembre. Par contre, par la suite, 3 jours plus tard, en date du 20 novembre, là, il y avait eu 700, je pense, des 770, si je ne me trompe pas, salariés d'OpenAI qui avaient menacé de démissionner si Altman n'était pas de retour. Donc, comme ce n'est, sa performance n'était non seulement prouvée là, par qu'on voyait en termes d'activité et de partenariat de OpenAI, mais les salariés et l'équipe au complet, en fait, la majorité, la majeure partie, là, comme je disais, il y avait seulement 70 personnes qui n'avaient pas contribué à faire des menaces. Je pense que c'était sur X d'ailleurs que la sortie avait été faite par l'ensemble des 700 salariés le 20 novembre. Et ça a amené à son retour officiellement. Le conseil d'administration a été changé en date du 22 novembre. Là, ça a été annoncé que Sam Altman allait revenir comme PDG d'OpenAI. Il y a eu un gros acte de Microsoft là, parce qu'entre le 20 novembre et le 22 novembre, ben, Microsoft avait annoncé que Altman n'allait pas être sans emploi trop longtemps et qu'ils allaient même lui offrir un poste là, pour qu'il puisse rentrer chez Microsoft. Finalement, bon, Microsoft étant partenaire de ChatGPT, pas de ChatGPT, de OpenAI, clairement qu'il y a eu un peu de jeu de coulisses pour que Sam Altman retourne en tant que PDG là, justement de OpenAI. Le board a été changé aussi en partie. Là, et ça amène en fait tout ça, tous ces mouvements-là soudains, ça a amené beaucoup de discussions sur les différentes idéologies face au monde de l'AI. On sait que bon, c'est de plus en plus connu, mais les prises de position publiques et même les prises de position ou les penseurs, si on peut dire, face à l'AI, ont commencé vraiment à se développer. Et on voyait vraiment une opposition entre la vision de Altman, qui était très axée sur le fait de laisser l'AI continuer, de continuer à progresser l'AI, oui, de manière judicieuse et de manière protégée, mais de quand même continuer sur les avancements que sa compagnie et que similaires ont pu faire, alors qu'à l'opposé, il y avait le conseil d'administration qui était peut-être plus conservateur, qui voyait un peu le risque de la mentalité d'Altman de vraiment continuer à pousser ChatGPT et encore une fois de pousser le monde de l'AI vers l'avant et de continuer justement. On sait que l'AI va devenir quelque chose de. C'est déjà très, très, très important dans nos vies, autant personnelles que professionnelles. Mais Altman était vraiment dans la logique de dire bon, on continue d'aller sur cette lignée-là, peu importe ce que l'avenir nous réserve, l'AI allait apporter à l'humanité, alors qu'à l'opposé, le conseil d'administration trouvait que ça allait peut-être un petit peu trop vite et qu'on avait parlé à un certain point, la sécurité, puis la conformité et la réglementation liée à l'AI étaient vraiment en arrière pour permettre de protéger justement l'humanité de l'effet destructeur possible de l'AI. Donc, il y a eu beaucoup d'extrapolations qui ont été faites sur ces mouvements-là et au final, le fait que bien, le conseil d'administration conservateur a été vraiment mis de côté, a été remplacé, puis Altman a été ramené à la tête, celui qui est un petit peu plus progressiste, a été ramené à la tête de OpenAI. Donc, événement un peu soudain, encore une fois, le fondement même, on ne le saura pas forcément. Là, encore une fois, ce que je parle présentement, c'est ce qu'on peut lire sur les internets. Mais est-ce vrai que le fondement réel de ce congédiement-là et de son retour au poste de PDG était 100% lié à une crise d'idéologie? Encore une fois, si on fait la performance de Altman en tant que PDG, il n'y a pas grand-chose d'autre qui peut justifier pourquoi est-ce qu'il pouvait être congédié out of nowhere en bon anglais. Là. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui est intéressant. OpenAI, moi, à mon avis, puis chez Gab, tu vas peut-être avoir quelques points à ajouter, là, mais OpenAI est une compagnie qui se porte très bien et qui a été précurseur de bien des choses. L'AI, certains vont probablement me corriger dans les commentaires pas d'hier. Il y a plusieurs autres compagnies qui ont amené l'AI à un très très beau niveau par rapport à OpenAI, mais ChatGPT, le bébé d'OpenAI, a réellement transformé l'utilisation, comme j'ai dit, du commun des mortels. Je pense que c'est important de le mentionner, puis c'est important de louer ce travail-là. Maintenant, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que ça m'a vraiment intéressé à comprendre les clashs idéologiques liés à l'AI. On les connaissait, on savait qu'il y avait des personnes qui étaient beaucoup plus réfractaires que d'autres qui étaient beaucoup plus progressistes, comme je le mentionnais. C'est beau de voir que ben, dans n'importe quelle compagnie même, c'est pas tout le monde qui sont dans la même logique. Avoir un conseil d'administration qui s'oppose face au CEO, c'est quand même intéressant de voir ça. Et c'est surtout intéressant de voir comment est-ce que ça va se poursuivre dans les années à venir et surtout se transposer sur la place publique et sur la place politique également. Ce genre de position-là, et je pense, à mon avis, puis là, je fais un petit, dans un contexte de haut son de la cloche, là, je mets un peu de place au débat, là, mais à mon avis, c'est très formateur et constructif comme discussion. Oui, c'est triste parce qu'il y a eu, bon, il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu des risques de perte d'emploi dans la il y a quelqu'un qui a été congédié, puis il y a des personnes qui voulaient quitter et démissionner une compagnie qui se porte bien. Mais à mon avis, c'est un clash idéologique qui est très important pour l'avenir de l'AI et pour l'avenir, au final, de l'humanité. Mais je te laisse, Gab, sur ces paroles un peu dignes de l'ONU version TI. Là. Ouais, Je te laisse on reconnaît, partager un on peu plus. reconnaît
on reconnaît toujours le discours JP1 où on va faire Oui, ben, c'est effectivement pas, c'est pas les une- 2 semaines, c'est pas les 2 semaines de délai qui m'ont changé, hein. exactement, donc c'est ça. En 2 semaines, il est revenu à la raison, c'est-à-dire le namasté, la paix dans le monde, etc. Bon, on va rire un peu. Évidemment, vous savez que je le taquine, évidemment, là, parce que je vois déjà les gens en commentaire dire ah là là, tu lui parles mal. Non, non, je sais bien, c'est pour le taquiner. Euh, Comme tu l'as dit, en fait, je pense qu'effectivement, derrière cette espèce de guerre actionnariale, bah, il y a plusieurs jeux de coulisses. En fait, je pense que c'est une question d'argent, d'abord. Malheureusement, on revient toujours à la question centrale, c'est que c'est une question de fric. Le deuxième point, c'est qu'il y a une question peut-être d'éthique aussi, parce que, comme tu l'as dit, tu as deux visions qui s'opposent en fait au sein d'OpenAI, de ce que j'ai compris, hein, et d'ailleurs, si jamais vous avez plus d'explications que nous, que vous souhaitez prendre part à la discussion, faites-nous signe dans les commentaires, ça nous fera plaisir de pouvoir en savoir peut-être un peu plus si vous avez plus d'informations. Euh, et c'est ça, en fait, je pense il y a vraiment ces deux questions centrales. Première, pourquoi je te disais question d'argent, c'est que oublions pas que d'un point de vue juridique, OpenAI c'est une société sans but lucratif en fait. Donc elle a une structure juridique qui est assez particulière. Elle a une compagnie en fait qui s'appelle une Inc, qui s'appelle OpenAI Inc, je crois que c'est le nom officiel. Et au-dessus, tu as une société, en tout cas mère, là, donc comme une holding qui détient la compagnie sans but lucratif où sont les employés, qui, elle, est détenue sous forme d'un limited partnership. Donc, c'est ce qu'on appelle en français une société en nom collectif ou on pourrait appeler ça une fiducie, en fait, en droit français. Donc, c'est une structure juridique où tu as un certain nombre de partenaires, donc un general partner, qui est la personne qui gère, en fait, la compagnie, et des limited partners, qui sont, par contre, des gens qui mettent de l'argent, donc du capital. C'est une structure juridique qui est assez courante, par contre, dans les fonds d'investissement, par exemple, ou parfois dans certaines sociétés écrans avec des structures relativement complexes. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, au lieu d'être une société par action, eh ben, tu as des participations avec un pourcentage préétabli, effectivement, dans une convention de partenaires, en fait, au lieu d'être une convention d'actionnaires. Et l'intérêt, en fait, c'est ça, c'est que ça leur permet de lever des fonds, en fait, avec des rondes de financement, parce que développer ce genre de technologie, tu l'as bien dit, JP, eh ben, c'est pas gratuit, puisque OpenAI, en fait, au fur et à mesure des années, ont levé même plusieurs milliards de dollars. La dernière en date, tu te souviens, on en avait parlé, je crois que c'était au mois de mars, quand Microsoft avait annoncé acheter OpenAI. C'était un peu plus compliqué que ça. Ils ont acheté une participation de 49% au total. En fait, leur nouvel investissement de 10 milliards a amené leur pourcentage de participation à 49% des parts de la LP, donc de la société mère. Et leur permettait d'avoir un contrat d'exclusivité de la technologie en fait avec Microsoft Bing. C'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui tu peux avoir accès à la version ChatGPT 4 en bêta dans Bing, donc où tu tapes effectivement, puis c'est le moteur, la technologie la plus avancée en tout cas parmi les différents moteurs ChatGPT qui existent. Donc celle de OpenAI, donc sur le site d'OpenAI, tu as accès à la version 3.5 qui est une version qui est stable, mais qui est encore en cours de développement, effectivement, avec d'autres fonctionnalités. Et cette question, en fait, se pose, en fait, d'un point de vue juridique et d'argent, parce que on veut savoir exactement, est-ce que c'est Microsoft qui prend les commandes, en fait, genre de ça, ou est-ce que c'est au contraire les autres actionnaires qui le prennent? Parce que les autres ont 49%, puis je crois que le 1% de tie-break, eh bien, je crois que c'est les employés qui ont un pourcentage, donc c'est toujours assez indélicat, hein, et on voit que le board était assez peu favorable en fait à la mainmise trop importante peut-être de Microsoft, on va dire, pour aller pousser de l'avant la technologie d'intelligence artificielle. On sait que déjà ça pose énormément de contraintes hein, dans les entreprises, on pose des questions. Certaines entreprises ont adopté le changement vraiment radicalement. Enfin, moi, je le vois par exemple dans l'entreprise pour laquelle je travaille, que je ne citerai pas, euh, que les gens qui me connaissent évidemment reconnaîtront. Eh ben, ils ont mis quand même pas mal, effectivement, d'accent évidemment sur cette technologie-là. Ils ont même développé des partenariats, effectivement, avec la Microsoft, en l'occurrence, pour pouvoir intégrer ces applications-là, par exemple, dans les applications Office. Je ne sais pas si tu es au courant, mais depuis quelques mois, maintenant, tu as une version bêta qui te permet
carrément, tu as un moteur qui te permet de faire des présentations PowerPoint juste en tapant, etc., en quelques mots. Fais-moi je sais pas, un deck, comme on dit en anglais, là, de, je sais pas, 6 pages pour me parler de tel sujet. Et ben, il va te le faire, tu vois. Donc, c'est assez brillant. Et c'est vrai que ça peut être intéressant. D'autres compagnies, elles se posent des questions, à savoir, d'un point de vue de sécurité de l'information, ça, c'est vrai que c'est une contrainte très importante. Comment réagir face à ce changement technologique? J'ai une amie qui est une auditrice aussi du podcast. On en parlait justement hier autour d'un café. Et justement, elle travaille donc du coup pour une compagnie d'assurance. Elle me disait que il y a énormément de contraintes. Effectivement, l'intelligence artificielle, c'est des opportunités, mais c'est énormément de risques d'un point de vue juridique, d'un point de vue fuite de données, d'un point côté aussi propriété intellectuelle. Comment est-ce que ChatGPT est sous copyright, tu vois? Ce que génère le texte, est-ce que ça crée pas des risques juridiques non nécessaires? Donc, c'est toutes des questions qu'il faut se poser. Et le fait d'aller vers un monde où tu as de plus en plus d'intelligence artificielle, eh ben, les décideurs, on va dire, à des échelles importantes, des décideurs politiques, des décideurs économiques vont devoir se poser. Euh, Puis, comme tu l'as dit, bah, le deuxième point, effectivement, on le sait que c'est donc cette querelle d'éthique, effectivement, qui fait peut-être question. Est-ce qu'on peut aller toujours plus vers l'avant, vers un adoption de plus en plus massive de l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'il faut déjà savoir contrôler ce qu'on possède, hein? Tu sais, c'est déjà, c'est un peu comme la bombe nucléaire. Pour ceux qui ont vu Oppenheimer, je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas te dire là, mais je ne vais pas parler de ce que je connais pas, mais c'est un peu ça. Le fait de maîtriser une technologie, parfois, eh ben, ça peut provoquer en fait des conséquences qu'on n'avait pas attendues dès le départ. Et d'ailleurs, je crois que le père de la bombe atomique, Robert Oppenheimer, avait dit justement que la pire invention qu'il a inventée, en fait, c'est la bombe atomique, en fait, parce que oui, le nucléaire, c'est une technologie qui est utilisée à des fins civiles et, et évidemment une source d'énergie géniale, mais dans les faits, eh ben, c'est utilisé pour faire des engins, il faut faire péter des vies humaines. Donc, c'est des questions comme ça qu'on va se poser. Puis là, pour le coup, je dois t'avouer, je reviens à ma thèse de philosophie, là, mais c'est beaucoup de questions, effectivement, qui sont sans réponse aujourd'hui dans le podcast, mais je trouve qui sont intéressantes à partager, là. Exact. Puis, tu sais, je pense qu'un des points qu'il faut se souvenir, c'est tu sais, l'histoire va se souvenir d'événements comme ça. Tu sais. Est-ce que Sam Altman revient comme CEO de OpenAI pour avoir un impact décisif, comme tu le mentionnais, sur le fait que ben, la technologie va continuer de prendre des devants et de prendre, en fait, d'avancer énormément avec, comme toujours, et en arrière, toute la logique des régulations et le volet éthique que tu as mentionné qui est très important également, et même les copyrights, je pense que c'est un très bon point aussi à se souvenir et qui est très d'actualité sur plusieurs négociations, entre autres contractuelles avec des syndicats. Là. C'est le cas, entre autres, au Québec, nous serions voir comment est-ce que ça pourrait s'appliquer. Par contre, je pense que c'est significatif. Et également, c'est important de le mentionner. Il y avait eu soudainement, là, je pense, le nouveau PDG ou le PDG par intérim, c'était l'ancien PDG et fondateur là, de Twitch. Là. Donc, c'est juste pour saupoudrer encore une fois un truc un peu curieux. Là. L'ancien fondateur de Twitch n'était pas forcément très apprécié, donc ça n'avait pas aidé la cause des 700 employés là, qui avaient menacé de démissionner. Donc, des éléments qui étaient très rapides. En fait, ce qui est un peu ironique, c'est qu'à la même au même niveau avance très vite au niveau de l'AI et au niveau de ChatGPT, les éléments l'ont été tout autant. Maintenant, quelle va être la suite pour OpenAI? Moi, je pense qu'au-delà des événements que ça montre, c'est what's next. C'est beau le partenariat avec Microsoft. C'est beau le fait d'intégrer ChatGPT autant dans une structure plus flexible en termes d'utilisation gratuite, mais également, on sait que c'est la monétisation de cette technologie-là qui va prendre tout son sens également pour ces compagnies-là, mais aussi qu'est-ce qui est la suite de l'AI. On s'entend que ce qui se passe présentement en arrière des rideaux dans la majorité des compagnies d'AI, c'est pas des moteurs de recherche, des petites images lorsqu'on met des prompts. Là. On est rendu à bien d'autres niveaux. Quel va être le prochain bang de l'AI? Est-ce que OpenAI, avec les quelques soubresauts qu'ils ont connus justement dans les dernières semaines, vont continuer de rester à l'avant-champ ou à l'avant-garde de l'industrie? C'est ce qui est intéressant aussi à suivre. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs à retirer en fait de ça parce que à un certain point, je trouve que l'AI avait l'air d'être très très beau. C'est bien de voir qu'il peut y avoir de la tumulte, il peut y avoir justement des débats et des discussions qui sont très importantes à avoir. Maintenant, quelle va être la suite? Je pense que ça montre un gestionnaire qui méritait le poste, donc ça, je suis très content pour lui qu'il soit de retour. Puis personnellement, je sais que Gab est un énorme fan de ChatGPT avant que je le sois moi-même. Là.
J'avoue que je suis très embarqué là-dedans et autant dans mes cours que je fais, vous le savez, à temps partiel, chers auditeurs, que dans la vie de tous les jours, on se rend compte beaucoup là, de l'intérêt de sauter sur cette unité-là et de devenir en fait des. Il faut suivre la technologie, il faut suivre ce que ces compagnies-là font en espérant justement qu'on ne soit pas dans le même contexte ou un contexte similaire à ce qu'on avait au tournant des années 2000 avec la bulle des technos et que des compagnies innovatrices ou innovantes comme OpenAI disparaissent du jour au lendemain. Donc on verra. Mais je pense que dans les mains de Sam Altman, cette compagnie-là se porte beaucoup mieux que lorsqu'il n'était pas en place. Mais ça reste que ça serait bien de voir l'industrie continuer de fleurir et surtout éviter des moments comme ça où, tu sais, on s'entend, ceux qui étaient contre ou qui étaient un peu conspirationnistes, là, mais qui voulaient voir la fin de l'AI, ils sont sautés sur l'occasion et on voyait ça passer dans les nouvelles et sur Twitter à peu près X, pardon, à peu près partout. Tout le monde souhaitait que OpenAI tombe, pas tout le monde, mais plusieurs personnes souhaitaient qu'OpenAI tombe avec la logique justement de la technologie de l'AI. Ça ne sera pas le cas. On pouvait se douter que si OpenAI était vraiment tombé, ça n'aurait pas été si problématique que ça non plus pour l'avenir de l'AI et de ChatGPT, etc., là, des moteurs de recherche de ce type-là. Mais je pense qu'il y a quand même des bonnes choses qui sont arrivées au fait que depuis le 22 novembre, on est de retour un peu à la case départ et on a fait une page neuve là, sur cet événement-là pour une très bonne compagnie, à mon avis. Je ne sais pas, Gab, si tu avais des points à ajouter. On passe au deuxième sujet de l'épisode. Non, je pense qu'on peut passer d'ores et déjà au deuxième segment. On a quand même pas mal fait le tour, mais si jamais, encore une fois, vous avez des ajouts à faire dans les commentaires, ça nous fera plaisir de vous lire. Et puis je pense que les autres auditeurs seront ravis aussi de pouvoir participer aussi ou vous répondre aussi à vos commentaires. Oui, et puis tu sais aussi, je pense qu'on parle d'AI, là. On avait parlé de crypto à l'époque, je ne mets pas ça dans le même bassin, là, mais soyez courtois dans les commentaires. On sait que l'AI est encore très polarisant dans le niveau de la technologie actuelle, là. Donc assurez-vous d'être courtois. On a vu à l'époque, lorsqu'on parlait des cryptos, qui étaient aussi une technologie tout aussi innovante et groundbreaking à certains égards, que les passions pouvaient s'enflammer. On va passer maintenant vers un deuxième sujet de type politique avec l'instant économie là, que vous allez voir ne va pas pour le moindre ne pas éveiller, en fait, ou réduire le fait d'avoir les passions qui s'élèvent, vous allez voir assez vite. Donc, commençons le deuxième segment, l'instant économie. Parfait. Donc, un autre sujet qu'on avait mis de côté depuis quelques temps avec le délai de l'épisode, là, les élections en Argentine sont maintenant chose du passé. Ça fait quand même quelques temps déjà. Mais on jugeait que c'était pertinent d'en parler. En fait, on fait souvent des topos sur des élections importantes. On en fait beaucoup sur les élections américaines et canadiennes. Là, ça, vous le savez pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps. Mais le contexte des élections en Argentine était pertinent pour plusieurs raisons. Premièrement, pour celui qui a gagné, là, l'économiste, pas l'économiste, là, mais l'homme particulier, mais qui a aussi un volet très financier et économique comme intéressant là, dans son programme. Mais M. Javier Milei, là, qui a été qui est élu président de l'Argentine là, avec 55,95% des voix dans le deuxième tour. En fait, ce qui est particulier, c'est que M. Sergio Massa, qui était le ministre de l'économie sortant, avait été premier en termes de vote au premier tour, mais au deuxième tour, il s'est avoué vaincu là, justement auprès de M. Milei. Et en fait, qu'est-ce qui rendait les choses intéressantes, c'est que c'est un peu, encore une fois, un individu qui ressort du monde un peu à la Trump ou à la mode à la Trump, si on peut dire. Vous avez probablement vu passer, pour ceux qui se sont intéressés là, à ce qui se passait en Argentine pendant les élections, là, M. Millet avait des vidéos, il usait beaucoup les médias sociaux d'ailleurs pour passer son message et sa plateforme. On le voyait entre autres là, dans les rues, je pense derrière une camionnette avec une scie à chaîne, ce qui est absolument fascinant. Là, je pense qu'il y avait ça qui nous avait marqué Gab, puis il y avait un autre point où genre, il y avait un tableau blanc avec différents ministères, puis il enlevait tous les ministères comme s'il voulait les couper, mais des ministères qui étaient tout à fait logiques et essentiels au bon fonctionnement du gouvernement. Et M. Milei se basait sur le fait de, justement, un peu comme Trump le faisait, de sortir les bureaucrates de la capitale et du Parlement au final en Argentine. C'était vraiment l'approche qu'il avait. Et étonnamment, ça a fait suffisamment de bruit pour qu'il gagne les élections et qu'il gagne la majorité. Et maintenant qu'on se retrouve avec un individu qui sort un petit peu de nulle part, mais un individu qui arrive maintenant au pouvoir d'un pays qui ne va pas très bien. Je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est pas les élections et le résultat et le personnage coloré que semble être leur nouveau président, mais c'est également le fait que l'Argentine ne va pas très bien. La devise ne vaut pas grand-chose. Socialement, c'est pas parfait.
Et si on parle d'inflation, on est dans les 3 chiffres, là. On parle d'inflation qui sont au-delà des 100%, là. Le chiffre exact n'est probablement pas le plus récent, là, mais sur un an, on parlait de 143% d'inflation. Ça ne se porte pas très, très bien. Et pour les 36 millions de personnes là, de ce pays d'Amérique latine, c'est pas l'idéal. Donc, on verra où est-ce que ça va. Mais très clairement, là, M. Milei amène un vent de renouveau. Là, ça, c'est peu dire. Mais est-ce qu'il sera en mesure, un peu comme le défi que Trump a vu également et plusieurs autres candidats similaires là, qui ont appliqué la même mentalité dans des pays autres en Amérique latine, c'est pas le premier candidat un peu à la Trump qui est élu au pouvoir. Qu'est-ce que ça va amener réellement au niveau de l'économie en Argentine? Ça prend un tournant. C'est pas une économie qui va bien. Donc, c'est sûr qu'il part de très bas, là. Il ne peut presque pas aller plus bas, certains vont dire, là. Donc, c'est pas que sa présidence est vouée d'avoir certains astérix positifs, là, mais c'est sûr que quand on parle de 143% sur un an d'inflation, c'est sûr que c'est quand même très bas. Donc, n'importe quelle plateforme pourrait presque aider la cause, si on peut dire, d'économie argentine, là. Je pense que c'est beaucoup de voir, encore une fois, qu'est-ce que ce personnage-là pourrait faire. C'est beau la plateforme politique, c'est beau d'avoir une bonne machine derrière lui, mais un personnage aussi coloré peut amener beaucoup de négatifs en termes d'opinion internationale envers l'Argentine. Donc c'est peut-être ça qui m'inquiète un petit peu. Encore une fois, je ne le connais pas particulièrement. J'ai vraiment suivi là, à la fois ce que lui publiait comme contenu, mais également les avis très acerbes là, de ses opposants, justement face à sa personne et à son approche là, pour la politique. Mais bon, encore une fois, c'est comme dans n'importe quel pays, ma position reste la même, là. Quand les bases vont mal, on espère toujours pour le mieux, là, même peu importe la personne, peu importe de quel côté il est, entre la gauche et la droite, bien évidemment, là. Je me positionne jamais vraiment, mais à mon avis, c'est très important d'avoir une personne qui va pouvoir amener le pays dans un bon sens qui va mal. C'est le cas de plusieurs autres contextes et c'est souvent ça qui amène des changements aussi drastiques de prise de pouvoir, comme ça a été le cas en Argentine. C'est souvent quand ça va mal qu'il y a soudain un volte-face complet. On l'observe maintenant. On va espérer que ce soit un succès. On va espérer que ce ne soit pas l'Argentine qui se prend un mur avec la décision d'élire au pouvoir un président qui va tenter de faire les choses de manière différente. On va espérer que ça n'amène pas les 36 millions d'Argentins à en subir encore plus que c'est le cas présentement, là. Ouais, bah c'est un programme, on va dire, un peu particulier hein, que présente Javier Milei. Je dois t'avouer, je ne suis pas comment dire, un observateur régulier de la politique sud-américaine. Les gens peuvent croire que je m'intéresse à tout, mais bon, j'ai un peu plus de mal effectivement à suivre ça, malgré qu'on avait couvert assez récemment de divers podcasts en fait qui étaient justement sur le Brésil. Je me souviens quand il y a eu la réélection de Lula, on en avait parlé. Et on avait parlé il y a quelques temps d'un projet d'une monnaie commune entre le réal brésilien et la monnaie argentine que malheureusement j'oublie à l'instant. Donc l'idée, en fait, est aujourd'hui de présenter un peu ce personnage un peu particulier, parce que tu l'as dit, sa plateforme est complètement à l'opposé de ce qu'on voit dans la plupart des programmes politiques, en tout cas dans les pays occidentaux depuis les dernières années. C'est l'inverse, complètement. Milei est ce que j'appellerais un libertarien. Vraiment, c'est un courant politique. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, le libertarisme, c'est un courant, je crois, qui est né aux États-Unis, mais qui en gros, pour faire simple, en fait, supprimer, en fait, réduire la place de l'État à juste ses fonctions régaliennes. Donc l'armée, la diplomatie, puis tout simplement la justice, tu vois. Donc les autres, son intervention dans l'économie doit être minimisée. Alors c'est un peu une vision un peu à la Adam Smith, on va dire, de l'économie, mais très, on va dire, peu interventionniste. Laisser le moins possible de barrières, en fait, au libre-échange. Donc ça, c'est la politique libertarienne, elle vise justement à donner le plus de droits possible. Alors c'est assez paradoxal, mais on a tendance à l'associer avec Trump. Je trouve que Milei n'est pas du tout trumpiste. Oui, effectivement, il y a des positions qui sont effectivement assez pro-business, comme pourrait l'être effectivement Donald Trump à l'époque. Mais il est complètement à l'opposé sur certains thèmes. Tu vois, par exemple, sur la question, par exemple, au niveau des flux monétaires et des restrictions de capitaux, elles doivent être limitées au maximum, tu vois, alors que Trump va dire plutôt, bah non, on refuse effectivement on accepte évidemment de l'investissement direct étranger, on va dire de la part d'investisseurs étrangers qui investiraient en Amérique, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, la sortie de capitaux américains doit être plus encadrée, surtout vers la Chine. On sait que c'est une grande question. Euh,
Milei a une position, on va dire, très occidentale sur la plupart des sujets. Il est assez, on va dire, contraire à la politique qui avait été menée, on va dire, et qui est toujours menée, on va dire, par Lula. On l'a entendu, je l'ai écouté en tout cas sur une interview qui est très intéressante sur Bloomberg, qui est assez drôle, j'ai trouvé, mais où il dit oui, on ne traite pas avec les communistes pour dire qu'on aucune politique ou accord ne sera signé entre l'Argentine et la Chine, alors que pourtant c'est l'un des principaux partenaires économiques évidemment de l'Argentine. En fait, c'est l'un des principaux partenaires économiques du monde entier, la Chine. Ce qui fait qu'il souhaiterait plutôt se rapprocher, on va dire, du Royaume-Uni et en particulier des États-Unis. On sait que par contre, la relation entre le Royaume-Uni et l'Argentine est toujours très complexe parce qu'il y a le fameux conflit des Malouines, ou en anglais, en espagnol, donc c'est les Islas Malvinas, et en anglais, c'est les îles Falkland. Donc si vous trouvez sur une carte l'un des noms, et ben il y a toujours ce conflit, cette revendication qui avait causé une guerre, je crois, dans les années 90 et qui fait toujours 80 plutôt, et qui, on va dire, teinte quand même pas mal les relations avec le Royaume-Uni. Mais pour dire qu'en fait, voilà, c'est un mouvement politique qui est quand même assez particulier, que nous, on connaît assez peu, en fait. Par exemple, au Canada, on a assez peu de partis libertariens. Les républicains ne le sont pas du tout. Il y a un parti libertarien aux États-Unis, mais qui, évidemment, n'a aucun pouvoir, parce qu'on sait que c'est le bipartisme qui règne aux États-Unis. Et ce qui fait que nous, on est un peu subjugué, on va dire, face à ce personnage qui, comme tu l'as vu sur la vidéo, avec une espèce de tronçonneuse pour couper dans les dépenses publiques, c'est assez drôle. Tu vois, en plus, l'image est assez drôle. Le fameux tableau où il raye les fameux ministères, et ben en fait, c'est les ministères, par exemple, des droits de la femme, de la culture, etc., qui, évidemment, sont pas du tout dans la logique, évidemment, d'un État se limitant aux fonctions régaliennes. Donc, tu vois, c'est essentiellement, encore une fois, protéger les citoyens, faire appliquer la justice, mais on doit laisser le plus possible de droits, etc. Alors ça peut être critiquable, parce que par exemple, Milei est favorisé et en faveur, pardon, de légaliser par exemple le port d'armes complètement. Tu aurais le droit de te trimballer avec ton gun, comme c'est le cas par exemple effectivement aux États-Unis, où tu peux effectivement te trimballer avec euh, avec des armes à feu. C'est la même chose par exemple pour on va dire pour tout ce qui est barrière douanière. Aucune barrière douanière, diminuer les impôts. Donc encore une fois, c'est une idéologie politique que nous on ne connaît pas, parce qu'en Europe, au contraire, on a des États par exemple très interventionnistes. On a un peu cette espèce d'État-providence, comme on disait après-guerre, où on investit énormément dans l'économie. L'État est même un acteur économique de premier plan qui va prendre parfois des participations dans des sociétés, qui va investir pour créer de la richesse. Au Québec, c'est un peu pareil, hein. On a des sociétés d'État très puissantes, notamment, bon, bah, la plus connue, c'est probablement Hydro-Québec, mais on a des acteurs économiques qui sont détenus énormément par les États. Et c'est vrai que encore une fois, peut-être, excuse-moi, je me répète, mais c'est très particulier pour nous, et c'est ça que je trouvais ça particulièrement drôle de s'intéresser, on va dire, à ce mouvement politique un peu barré pour nous, là. Exact. Puis, tu sais, je pense que c'est pas non plus la dernière occasion, malheureusement, là, où on va avoir des élections qui amènent au pouvoir des personnes un peu colorées. Là. Ça fait même une tangente qu'on voit beaucoup plus, je le disais, là, dans les pays d'Amérique latine. Ça arrive également en Europe. On n'est pas à l'abri forcément au Canada non plus. Aux États-Unis, ça a déjà été le cas aussi, là. Donc moi, je vois ça un peu comme étant intéressant. Comme toujours, je le disais tantôt, là, je reste très optimiste sur le fait que, bon, tant que ça améliore la condition du pays, j'ose croire que n'importe quel président peut être favorable. En fait, la capacité d'un président ne va pas venir de sa campagne électorale et du fait qu'il est coloré ou non, mais bien de ce qu'il va porter pendant son mandat, surtout quand la situation va mal. Je pense, Gab, tu as peut-être un dernier point là, pour le mot de la fin. Non, mais je pense que ce serait bon de faire plus une compilation, on va dire, peut-être de ses idées politiques, parce que tu vas trouver ça drôle, mais par exemple, alors que quand même, il est vu traditionnellement sur un spectre gauche-droite comme très à droite, et ben, il est quand même indifférent, par exemple, au mariage avec les personnes du même sexe, tu vois, par exemple. Dans la lignée libertarienne, tu laisses pas effectivement comment dire c'est pas à l'État de s'occuper de ça. D'ailleurs, ça c'est une citation, je crois, de Pierre Trudeau,
l'État n'a rien à faire dans la chambre à coucher des citoyens. Je crois que c'est un truc comme ça, là. Si tu as la vraie citation, d'ailleurs, tu pourras la corriger. Je pense que tu ne l'as pas, donc je retourne me coucher, malheureusement. Pas comme Pierre Trudeau dans la chambre des citoyens. Euh, il est évidemment climato-sceptique. Bon, ça c'est classique, évidemment. Pour un type de droite, évidemment. Il est en faveur, l'État pourrait autoriser le fait de vendre tes organes. Donc ça c'est quand même assez particulier, là, pour le coup. Il est en faveur, effectivement, pour les... le seul truc qu'il n'est pas contre, c'est vendre des enfants. Par exemple, il est contre la vente, on va dire, d'enfants pour adoption. Donc ça, c'est bon. Il est en faveur de la légalisation de l'ensemble des drogues. Et il n'est pas opposé à, comment dire, à une immigration importante, tu vois. Donc c'est ça qui est assez paradoxal, encore une fois, et je tiens encore une fois à le souligner, c'est que c'est toujours dans la logique de pas de loi, tu vois. On laisse faire, etc. Puis naturellement, les choses vont se réguler par elles-mêmes, en fait. Donc, c'est un peu la doxa. Et puis, évidemment, c'est assez drôle de faire une petite liste comme ça, mais bref, c'est rigolo comme idéologie. Évidemment, on n'est pas là pour partager, évidemment, approuver ou non. Mais d'un point de vue de regard externe, c'est sûr que ça peut paraître un peu loufoque, etc., un peu rigolo. Donc, si jamais, en tout cas, vous voulez insulter Milei dans les commentaires, vous êtes libre de le faire. Encore une fois, logique libertarienne. Par contre, effectivement, vous pouvez partager de manière courtoise ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Ça on préférera recevoir ça. Donc, voilà, j'avais pas d'autres trucs à rajouter. Je pense que t'as bien fait le tour, effectivement. Là. Ça apporte en fait aussi d'avoir quelques idées, de voir un peu. Je pense que c'est une belle vision de. En fait, c'est une approche quand même encore même plus amplifiée que Trump à un certain point de vouloir pousser au strict minimum l'impact de l'État. Là. Mais bon, ça reste une politique qui va probablement être ajustée, qui ne va pas se matérialiser réellement comme ça dans le concret. Là. Ouais, le seul truc peut-être qui risque d'être intéressant à suivre, et peut-être qu'on en fera un autre épisode si ça se développe, c'est la question de la dollarisation, parce qu'il a parlé qu'effectivement, il souhaiterait que l'Argentine coupe les liens avec sa propre monnaie et adopte le dollar américain. Un peu comme ce qui a été fait aux États-Unis. Pardon, aux États-Unis. Mon Dieu, sur ce bot de nuit, non, au Zimbabwe, pour lutter contre l'hyperinflation. Ça peut être une solution qui peut être intéressante à suivre. Ce sera effectivement intéressant à suivre. Donc, ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci pour votre écoute. Merci, Gab, pour ta participation, comme à l'habitude. Vous pouvez nous retrouver, et je suis bien content de le dire, étant donné qu'on reprend une routine un peu plus normale. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, qui est notre plateforme clé là, pour les partages de commentaires publics, de sujets, etc. Là, je pense qu'il y a des sujets assez intéressants. Donc, n'hésitez pas à les mettre vos commentaires. Ceux qui veulent le faire de manière plus privée, n'hésitez pas à le mettre à l'adresse courriel que Gab met dans la zone de description. Si vous avez apprécié le contenu, allez vous abonner à la chaîne, mettez un like à la vidéo, mais aussi mettez la cloche pour avoir les notifications. Lorsque l'on publie, surtout lorsqu'on est moins constant, comme on les notifications se veulent clés. Et sinon, pour la majorité d'entre vous qui nous écoutez sur les plateformes audio, donc n'hésitez pas à consulter sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Deezer, etc. Même chose si vous avez apprécié le contenu, à vous mettez un like sur le contenu. Et sinon, je vous souhaite et je vous dis également à toute la semaine. À la semaine prochaine. Salut tout le monde.